Au moment d'enregistrer cette émission, nous sommes le 1er juillet. Et quoi de mieux pour le 1er juillet que d'accueillir notre député conservateur fédéral, M. Gabriel Hardy. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bonne fête du Canada. Ben oui, vous aussi. On aimerait savoir là, comment ça se passe l'arrivée à Ottawa, vous qui êtes un nouvel élu. Comment ça se passe l'intégration à Ottawa? C'est beaucoup d'apprentissage, énormément de structures, énormément de différents processus à apprendre, que ce soit au niveau du parti à l'interne, que ce soit au niveau de comment fonctionne le Parlement, comment tu te lèves en chambre, comment tu poses des questions, les discours. Donc, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage. J'ai été 2 semaines pas de bureau, fait que là, tu te promènes entre place à place. Mais vraiment, vraiment stimulant, très intéressant. C'est une grosse machine, dans le Parlement fédéral. Vous étiez déjà un homme très occupé avant de vous présenter en politique. Comment c'est perdre le contrôle de son agenda? Perdre le contrôle, je dirais que pour l'instant, je suis quand même très choyé de la manière comment ça s'est passé, étant donné que ça a été une période très courte sur laquelle on n'avait pas encore les fameux comités. Les comités, puis toute la vie en chambre. C'est ça. Donc, le crescendo se fait tranquillement. On est arrivé, comme je disais, pas de bureau, pas de comité. Donc là, OK, là, c'est les discours, c'est le discours du trône, c'est les premières questions. J'ai la chance d'avoir vraiment posé énormément de questions, donc d'apprendre à poser les questions, comment bien le faire, comment faire chacun des sujets. Donc, j'avais plus de temps pour analyser ce qui se passait, peut-être moins dans la réaction à plein d'affaires en même temps. Donc, j'imagine qu'en septembre, le rythme va vraiment se réaccélérer. Et là, peut-être que je serai en perte de contrôle, mais je vais essayer de le faire de manière contrôlée quand même. Bonne chance. Comment se passe la transition avec le bureau de Caroline Desbiens? Il y avait plusieurs dossiers qui étaient là-bas. Il y a des commettants là, qui s'attendent à ce que leur dossier continue. Comment se passe la transition? Une transition assez vite, je dirais, parce que quand je suis arrivé au bureau, il n'y avait plus rien du tout dans le bureau. Donc, on n'a aucun dossier qui est resté. Elle ne vous a pas laissé les dossiers de ces commettants qui étaient en cours? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le bureau. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'on vous a remis des dossiers? Est-ce qu'on vous a fait un passage des dossiers qui étaient en cours? Non, nous, on est reparti à zéro. Vous repartez à zéro. Donc, il y a des gens qui vont vous voir, qui avaient déjà des dossiers avec Mme Desbiens, puis qui repartent à zéro avec vous. Si une personne arrive avec un dossier qui existait déjà, bien là, il faut faire les démarches au niveau fédéral pour aller retrouver ce dossier-là, se remettre dedans, comprendre c'est quoi les démarches qui avaient été faites, c'est quoi les demandes qui ont été faites, on est rendu où, et là, faire le suivi avec la personne. Mais vous repartez à zéro. On repart à zéro. Parlons d'Ottawa un peu. Ben oui. Bonne chance, en tout cas, avec vos classeurs vides. J'espère qu'ils vont se remplir. Tranquillement, ils se remplissent. On a une belle équipe, je te dirais. Là, on a vraiment une belle équipe. C'est normal. Parlons un peu d'Ottawa. Ouais. On a l'impression que les conservateurs votent avec les libéraux, avec le gouvernement minoritaire. Parce que les 2 derniers votes importants, vous étiez là, puis vous avez appuyé les libéraux. Oui. Est-ce que ça va être une ligne de conduite pour les prochaines années? Non, absolument pas. En fait, les libéraux semblent s'inspirer beaucoup de notre plan de match, fait que c'est un peu bizarre d'aller contre notre propre plan de match. Abolir la taxe sur l'essence, c'était votre plan de match? Ça faisait partie de notre plan de match. On en a parlé en campagne. Très important pour nous de promouvoir notre économie, de faire en sorte que nos entreprises arrêtent d'avoir des limites, ce qui explique pourquoi on a voté avec le gouvernement libéral pour C5 notamment. Les intervenants au Québec ont demandé que les chèques qui sont envoyés dans l'Ouest soient également envoyés aux Québécois. Vous en pensez quoi? Je pense qu'il y a encore un gros jeu politique qui s'est fait là-dessus. Premièrement, parce que les Québécois n'ont rien eu, là. Québécois n'ont rien eu et la Colombie-Britannique non plus parce que les taxes existent au niveau provincial. Qu'est-ce que vous pensez de cette injustice? Je pense que ce qui est important, c'est de respecter l'issue ou l'idée principale de ce qui était fait avant. Le Canada redonnait aux citoyens et non pas au gouvernement. Et c'est pas ce qui était proposé du tout pour le Québec. C'était pas de redonner un chèque aux citoyens, c'était de redonner un chèque aux provinces. Et ça, finalement, on n'était pas d'accord avec ça. Parlons également là, de ce qui vient d'arriver. On apprend que le gouvernement Carney vient de décider de soustraire la taxe sur les plateformes numériques, sur les services numériques. C'est quoi la position de votre parti là-dessus? En 2023, on était clair sur le fait que pour nous, cette taxe-là ou cette position-là du gouvernement libéral n'était pas la bonne. Donc aujourd'hui, s'ils décident de revenir en arrière, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'on n'était pas d'accord au début. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord? Parce qu'il est un peu normal quand même qu'Amazon fait des affaires au Québec, ne paye pas de taxes. Vous trouvez ça normal? Nous, on voyait à long terme que ça allait être une guerre tarifaire, ce qui est exactement ce qui est arrivé. Puis là, je trouve que présentement, la retirer, c'est une chose, mais on a quand même perdu un petit poids de négociation qui est important qu'on garde. Donc là, on voit un peu comment le gouvernement libéral fait depuis le début. Toute la campagne, il nous disait « Je vais être l'homme de la situation, je vais aller régler ça avec Trump. Moi, je sais comment négocier. » Et depuis qu'il est en poste, M. Carney, finalement, n'a pas réglé grand-chose. On voit même que Donald Trump dit « Moi, c'est terminé avec le Canada, j'arrête les négociations. » Et là, met d'autres conditions. Finalement, on répond à ces conditions, on recule.
Je trouve que c'est un jeu dangereux, puis on devrait se concentrer sur, encore comme on le dit en campagne, relever notre économie, arrêter de mettre des plafonds puis des freins à nos entreprises, aider nos entreprises à justement se lever, aider notre population et retirer les pressions qu'on voit, notamment sur les voitures électriques en 2030. Il faut arrêter de mettre des freins, puis il faut aider les gens à se relever. Mais par ailleurs, ces freins-là se justifiaient par des enjeux qui étaient bien au-delà de l'individu. Comme par exemple, la taxe sur l'essence, c'était la lutte que l'on avait pour la protection de l'environnement. On en est rendu où? On a l'impression que la lutte, l'environnement, c'est plus un enjeu. Puis que là, on laisse aller l'environnement. Est-ce que absolument pas? Je pense comment on concilie ça, être pour l'abolition de la taxe, puis soutenir une politique environnementale? Je pense qu'on peut s'inspirer des pays qui ont réussi, notamment la Norvège, qui a financé sa transition avec, justement, les énergies qu'on connaît plus classiques, puis qui a, justement, vendu ça. Tu sais, l'environnement ne s'arrête pas à nos frontières. À un moment donné, il faut réaliser qu'on est très, très green au Québec, qu'on participe déjà, on a énormément de lois, de règles pour faire en sorte qu'il y ait un grand respect de l'environnement. Oui. On peut utiliser nos ressources puis aider d'autres pays à arrêter de polluer ou du moins le faire. C'est vraiment l'approche économique là, je pense que l'approche économique va être privilégiée oui, par les conservateurs tout au long de la prochaine Chambre. Je pense que la prochaine Chambre va être vraiment tournée vers l'économie. On est là. L'idéologie, c'est une chose. Maintenant, il faut allier idéologie et économie pour permettre d'arrêter de mettre de la pression sur les citoyens et de les aider à prendre les bonnes décisions, mais avec de l'argent dans leur poche. Voilà pour les dossiers nationaux. Revenons dans la circonscription. Yes. Depuis le temps que vous êtes élu, avez-vous identifié vos priorités? Qu'est-ce qu'il y a comme dossier prioritaire dans votre esprit pour la région de Charlevoix? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est vraiment ce que j'ai entendu en campagne. Si on regarde là, au moment où on se parle, ça fait une semaine que je suis revenu plus temps plein ici. J'ai été un gros mois à m'adapter à Ottawa. Donc, la dernière fois là, que j'ai eu beaucoup d'échanges avec ma population, c'est vraiment pendant la campagne. Et là, c'était les enjeux justement de la crise du logement. D'être capable d'avoir accès à une propriété, la première propriété chez les familles qui veulent venir s'installer, les entrepreneurs qui nous disaient qu'ils n'étaient pas capables de trouver d'employés. Mais vous allez faire quoi pour ça? Parce que c'est des enjeux qui sont à long terme, puis on est dans le court terme là, quand on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Oui. Comment vous pouvez avoir des leviers là-dessus? Comment vous voyez ça? Mon rôle, c'est vraiment d'aller représenter les gens de Montmorency-Charlevoix à Ottawa. C'est d'être capable d'avoir les discussions. Donc, de prendre ces problèmes-là et de les amener à Ottawa pour pousser sur le gouvernement. On est dans l'opposition. C'est pas nous qui va voter un budget puis dire, OK, parfait, on va dépenser l'argent là. Nous, on doit amener le Parti libéral à prendre les bonnes décisions. C'est ça mon rôle. Donc, on m'a déjà présenté des enjeux, comme disait Gab, on a un enjeu pour X, Y, Z. Parfait. Moi, j'allais, après le Parlement, quand on fermait la période des questions, j'allais voir un page, je dis « Va me chercher tel ministre, s'il te plaît, je dois discuter avec lui. » Là, on s'assoit en arrière, puis je lui présente notre dossier. Il y a ça qui se passe dans ma région, j'ai besoin de réponses sur ça, ça, ça. Tel dossier était rendu là. Et ça fonctionne? Ça va très, très bien. Je suis un gars très people. Je pose des questions, les gens me répondent, puis je suis pas un partisan fini. Moi, je suis capable de comprendre l'autre. Je suis capable de discuter avec lui. J'ai mes idées. Évidemment, on a notre ligne aussi conservatrice, mais rendu là, on est capable de discuter. L'important, c'est de faire avancer le Canada. C'est pas de dire c'est moi qui ai raison puis toi t'as tort. L'important, c'est de faire avancer le Canada. Et vous pensez que cet esprit-là va arriver au prochain Parlement? C'est très important qu'elle soit là. On est là parce que c'était pas là auparavant, vous le savez. Il y avait une conjoncture assez spéciale. L'opposition conservatrice était très, très, très partisane. Elle était très partisane, mais dans un cas où est-ce qu'on avait un premier ministre qui dépensait puis qui appauvrissait le pays, on parle de son premier mandat. Il a cumulé la dette de tous les premiers ministres de l'histoire de la Confédération en un mandat. Là-dessus, je vous arrête tout de suite parce que de la façon dont M. Carney est parti, ça ne sera pas mieux au niveau du déficit. Là. Exactement. Mais vous appuyez ces politiques. On appuie les politiques ça pour que avancer l'armement, que ces coupes au niveau de ça. Puis vous pensez que ça va améliorer notre économie? Premièrement, là, s'il faut faire la ligne entre les deux. Vous me parlez de la partisanerie pendant que le Parlement était devant Trudeau. Donc, on avait un premier ministre... Ça, c'est terminé. Bon, exactement, c'est terminé, mais le creux a été fait. Il y a un trou qui s'est creusé, puis là, on a mis fin à ça. Nouveau Parlement qui commence, on a M. Carney. Donc là, on analyse ses politiques à lui. Donc, les politiques, à lui, dans le contexte actuel économique, là, il faut relancer le Canada. Donc, on serait vraiment très, très mal positionné de commencer à dire à tous les Canadiens qu'on bloque tous les grands projets puis que finalement, on veut continuer à vivre dans le trou qui a été créé avant. Donc, nous, on a dit dès l'élection, si le gouvernement Carney propose d'améliorer l'économie canadienne, on va participer tant et aussi longtemps que ça respecte les budgets, chose qu'on n'a toujours pas, et que ça respecte les Canadiens dans les offres que nous, on avait déjà faites, dans des idées qu'on avait déjà eues et qu'on a présentées. M. Carney et les libéraux se sont fortement inspirés de la plateforme conservatrice. Donc, encore là... Donc, vous votez pour?
On vote pour ce qui va aider les Canadiens. Certains éléments de la Certains plateforme. éléments qui vont améliorer. Bien, écoutez, espérons qu'il y a donc un nouveau climat qui va s'installer à Ottawa. Puis j'invite tout le monde à aller vous rencontrer dans vos bureaux. Hein? Vous êtes maintenant installés. Malbaie, on peut remonter les dossiers, puis on peut continuer à faire appel à vous. Malbaie, à Sainte-Anne aussi. Et là, on commence à regarder pour un bureau à Baie-Saint-Paul aussi. Bon, alors, dans l'espoir que vous serez là pour défendre les intérêts de la région. Je vais toujours être là pour les intérêts de la région. Je vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci. La Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC, a annoncé lors de son Assemblée générale annuelle qu'elle avait renouvelé son entente avec Développement économique Canada jusqu'en 2029. L'an dernier, une cinquantaine d'entreprises furent soutenues pour des investissements totaux de près de 1,4 million de dollars dans l'économie locale. Il fut beaucoup question de l'accompagnement humain qu'offre la SADC et nous avons demandé à des entrepreneurs quelle forme avait pris cet accompagnement. Une chance qu'on a eu la SADC parce que c'est grâce à eux qu'on a fini d'attacher notre montage financier et qu'on a pu réaliser notre projet d'agrandissement dans les délais prescrits et dans le budget qui était prévu. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs par rapport à la SADC, ça serait quoi? La SADC, c'est vraiment une organisation très importante pour la région de Charlevoix. Comment? Il ne faut pas juste penser au rôle bailleur de fonds, soutien financier. Il y a aussi un rôle conseil qui peuvent nous aider. Donc, à la fois, ces gens-là peuvent nous aider dans le cadre de l'évolution d'un projet, dans l'évolution d'un plan d'affaires, nous aider à réfléchir. Donc, c'est tout l'aspect conseil aussi qu'il faut tenir compte. Et lorsque, parfois, on va dans voir des bailleurs de fonds traditionnels qui ont des critères très précis à respecter, et des fois qu'on les rencontre pas, faut pas s'arrêter là parce que la SADC peut nous venir en aide. Donc, c'est justement parfois grâce à la SADC qu'on peut réaliser notre projet parce que des fois, sans eux, le projet peut tomber à l'eau. L'entrepreneur Julie Tremblay a fait affaire avec la SADC. Quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs par rapport à la SADC? De ne pas hésiter à cogner. Des fois, on est un peu gêné de poser des questions, puis des fois, on se pense fatigant de demander s'il y a des nouveautés ou s'il y a des nouvelles façons de faire ou s'il y a des nouveaux programmes qui pourraient répondre à des besoins présents ou futurs. Pas oublier que plus on est au fait des services qui nous sont offerts à titre d'entrepreneur, bien, quand on a un projet d'investissement, bien, on a des partenaires qui sont déjà prêts à nous soutenir, que ce soit par un prêt ou par une subvention, ou ne serait-ce que pour l'écoute, là, parce que des fois, il y a des situations qui nous dépassent. Puis là, on a une oreille qui est attentive, qui ne porte pas de jugement. L'objectif de la SADC, c'est encore de soutenir la communauté entrepreneuriale et pour qu'ils nous soutiennent, il faut encore que les entrepreneurs expriment leurs besoins. Alors, moi, je me suis toujours dit que plus la SADC savait ce dont j'ai besoin, mais plus ils vont être en mesure de faire entendre ma voix quand c'est le temps de développer des nouveaux programmes pour soutenir les entrepreneurs parce que Charlevoix, c'est particulier. On fait partie de la capitale nationale. La majorité des entreprises sont touristiques, parfois saisonnières. Alors, je me dis que c'est notre responsabilité comme entrepreneurs de les outiller pour qu'ils puissent nous représenter de la meilleure façon qui soit. Puis quand on a des projets de développement, bien, on sait qu'on peut compter sur eux là, comme partenaires ou comme levier financier. Cette Assemblée générale revêtait une signification toute particulière, car elle signifiait le départ à la retraite d'André Simard, suite à une longue carrière consacrée au développement économique dans Charlevoix. Titre officiel, surtout, c'est surtout ça. André Simard, retraité. Qu'est-ce qu'on retient après, quoi, 10 ans à la SADC? Ouais, après 10 35 ans de développement économique. 35 ans de développement économique, 20 ans dans le ski, quinzaine d'années au CLD, puis 10 ans à la SADC. Qu'est-ce qu'on retient le plus?
Ce qu'on retient de plus, c'est moi, ce que j'ai retenu de plus dans ces années-là, c'est l'engagement des entrepreneurs. Vraiment, les gens ont une passion pour l'entrepreneuriat, le développement régional. Les outils qu'on met en place servent à développer l'économie. Je pense que c'est de rencontrer quelqu'un sur la rue puis de dire merci, tu m'as aidé, là, ça vaut notre paye des fois. Là. Qu'est-ce qui a le plus changé dans toutes ces années de développement économique dans Charlevoix? Moi, je te dirais, ce qui a le plus changé avec mon arrivée dans le développement économique, puis aujourd'hui, c'est la poignée de main. Puis toute la question de l'informatisation des dossiers, des données. Tu sais, avant, là, les promoteurs, tu les connaissais, tu les rencontrais personnellement. Avec la pandémie, ça a changé bien des choses. Okay. Tu les rencontres plus. Là, tu fais tout ça par... envoie-moi ton document, moi te renvoyer, tu fais un petit team, tu parles avec le promoteur, puis souvent, tu ne sais même pas de quoi il a l'air. Mais il n'y a pas de poignée de main. Puis il n'y a pas de poignée de main. La chaleur humaine n'est plus là. C'est quoi les grands enjeux de développement dans Charlevoix? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce qu'on est toujours en train de vouloir développer le tourisme? Ou est-ce qu'il y a eu de la diversification? Bon, on est toujours à chercher la diversification. Là. À un moment donné, le tourisme, c'est le moteur économique de la région. Là. On le sent et on le voit. Mais tu as des projets, là, je pense, je regarde Galveco qui va s'installer là, à Saint-Urbain. Là. Vraiment, il faut diversifier notre économie. C'est pas tout le monde qui est fait pour travailler en tourisme. Puis le grand enjeu qu'on n'avait pas il y a plusieurs années, c'est les ressources humaines. La main-d'œuvre, là, présentement, il y a une problématique de main-d'œuvre énorme. Si tu n'as pas les travailleurs étrangers, je pense que dans Charlevoix, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. C'est quoi qui anime les entrepreneurs dans la région? Est-ce qu'ils sont différents des autres régions? Les entrepreneurs dans la région, ce qui les anime, c'est la fierté de leur région. Ils sont fiers de faire un produit de Charlevoix, qui vient de Charlevoix, fait par des gens de Charlevoix. Tu sais, on était avant-gardistes dans Charlevoix. Le développement des produits de terroir, là. La route des saveurs. Ça a parti dans Charlevoix, cette affaire-là. Là. Puis encore aujourd'hui, on s'est fait rattraper par certaines régions, mais on a encore des jeunes qui sont innovants. Là. Je regarde des gens qui ont fait dernièrement là, une espèce d'huile de feu. Là, puis, on a encore... Le cidre aussi. Le cidre, il y a encore place à l'innovation puis au développement. Puis on voit beaucoup un changement de génération. Beaucoup d'entreprises là, sont passées, on en parlait, là, la relève maintenant, c'est important. Nos dossiers sont beaucoup plus en relève qu'en développement présentement. Puis on voit beaucoup des jeunes qui reprennent l'entreprise familiale de leurs parents. On l'a vu en agriculture beaucoup. Là. Comment la SADC est et demeurée pertinente? Bien, la place de la SADC, elle sera toujours là parce que c'est la porte des investissements du fédéral, c'est la porte on travaille beaucoup en démarrage d'entreprise, puis on est là pour faire la concertation, pour faire le soutien à l'entrepreneuriat. Si on n'est pas sur le plancher, puis on n'est pas sur le terrain, les grandes banques, Desjardins, ils s'en vont toutes. Ils sont toutes, maintenant, remplis-moi un formulaire en ligne, puis on va t'aider. Nous, on est encore à l'époque où on appelle-nous. Avant, tu venais nous voir, maintenant, appelle-nous. L'ancien directeur général de la SADC, Pascal Harvey, qui est maintenant président-directeur général du réseau des SADC, était présent à l'Assemblée afin de rendre hommage à celui qu'il considère comme un mentor. André, c'était quelqu'un qui croyait beaucoup en ses projets, qui allait les défendre, bec et ongle, puis qui faisait valoir beaucoup son réseau de contacts. Fait que moi, j'apprenais à travers ses interventions. Puis André, c'est quelqu'un du Saguenay, tout comme moi. Puis la façon dont il valorisait Charlevoix, ça m'a toujours impressionné. C'était quand même sa région d'accueil. C'était sa deuxième région. Puis pour lui, la façon dont il vendait Charlevoix, ses entrepreneurs, ses projets, auprès d'instances fédérales ou provinciales, peu importe, c'était comme André le Charlevoisien qui parlait et non pas André le Saguenayen. Fait que ça m'impressionnait beaucoup. Si on avait à parler de son héritage, qu'est-ce qu'il a légué à la SADC? La crédibilité, le sens du devoir accompli. Je pense qu'André menait à terme ses dossiers. André savait bien s'entourer. On le voit encore aujourd'hui avec la composition du conseil d'administration. C'est des gens solides. On le voit avec l'équipe de professionnels de la SADC. C'est un mélange de gens d'expérience et de nouvelles personnes qui arrivent en poste avec de l'énergie. On n'a qu'à penser à Marilyn Tremblay. Fait qu'André
n'avait pas peur de bien s'entourer. Fait que je pense que ça fait partie de son héritage. S'il y avait un conseil à donner aux entrepreneurs, parmi tous les milliers de conseils que vous avez dû donner là, dans les 35 dernières années, s'il y avait un conseil, un ou deux conseils qu'il faut donner... N'hésitez pas à nous consulter. On est là pour travailler avec vous, pour vous aider. T'sais. On est en mesure, des fois, de vous ouvrir des portes. N'hésitez pas, communiquez avec nous, puis ça va faire plaisir au personnel, puis au nouveau personnel d'affaires aussi. Là. L'entreprise Simard Suspension, bien établie à Baie-Saint-Paul, amorce un tournant majeur de son développement. Elle annonce la construction prochaine d'une toute nouvelle usine de manufacture dans le parc industriel de Saint-Urbain. Un projet d'envergure estimé à 10 millions de dollars. Cette initiative vise à remplacer les installations actuelles situées sur le chemin Saint-Laurent, qui ne réussissaient plus à subvenir à la demande. Ça fait déjà plusieurs années qu'on y pense parce qu'on flirte avec la capacité maximale de cette usine-là. Et comme vous l'avez sûrement constaté dans la dernière année, bien, on a accumulé des commandes autant qu'on a accumulé des camions dans les différentes cours de Baie-Saint-Paul. Fait que pour répondre à la demande, on avait d'autres choix que d'augmenter notre capacité manufacturière. Puis on aurait pu choisir d'aller le faire ailleurs, mais on a choisi, au lieu de ça, de concentrer nos opérations manufacturières à Baie-Saint-Paul, comme ça a toujours été le cas. Pour ça, bien, il fallait se doter d'une nouvelle usine pour être en mesure de répondre à la demande pour les années à venir. Le chantier débutera au cours des mois à venir et s'inscrit dans une stratégie de modernisation et d'expansion pour l'entreprise spécialisée dans les systèmes de suspension des camions lourds. Là, on est rendu au point où c'était plus possible d'augmenter le output de l'usine. Alors, on avait prévu le coup depuis quelques années déjà en faisant l'acquisition d'un site dans le parc industriel à Saint-Urbain. Et finalement, bien, c'est sur ce site-là qu'on projette de construire la nouvelle usine. 25 000 pieds carrés qui va nous permettre, de travailler, d'augmenter le output, bien entendu, de faire l'acquisition d'équipements plus productifs, nouvelles technologies, de rapatrier de la sous-traitance qu'on donne depuis plusieurs années à l'externe, nos services de découpe. On est équipé d'une table, il y a différentes technologies de découper de l'acier. On est équipé d'une table au plasma haute définition depuis une quinzaine d'années. Là, on va se doter d'une table au laser, découpe laser, qui est plus rapide, efficace, précise. On va probablement aussi ajouter de la soudure robotisée. Donc, on en a déjà un. On va ajouter de la robotisation au niveau de la soudure. Le président de l'entreprise admet que le contexte économique canadien demeure incertain, mais affirme que cela n'entrave en rien la croissance soutenue de Simard Suspension. On surveille l'évolution de la situation avec attention. Il faut être conscient, mais craintif, je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir en affaires. Il faut être confiant. On a une marque forte. On travaille dans une industrie où on peut pressentir qu'il n'y aura pas nécessairement de ralentissement. Il y a des cycles dans l'économie. On en a vu par le passé. Là. Il y a des moments où est-ce que, on dirait qu'il y a une disette qui s'installe. On n'est pas à l'abri de ça. Mais il faut voir à plus long terme. On ne gère pas pour le prochain mois, on gère pour les prochaines années. L'entreprise a également fait le choix de poursuivre le développement de ses activités dans Charlevoix, plutôt qu'ailleurs au pays ou même aux États-Unis. On souhaite aussi que la majorité de nos activités, qu'elles soient de conception, ingénierie et ou fabrication, soient faites ici dans Charlevoix pour créer de la valeur au Canada, au Québec, mais dans notre région. On est très charlevoisien.
Oui, ça aurait pu être fait n'importe où ailleurs, mais c'est ici qu'on veut que ça se fasse. L'avenir du bâtiment actuel, qui est situé sur le chemin Saint-Laurent, n'a pas encore été déterminé. Ce qu'on a prévu de faire à date avec le bâtiment actuel, c'est de le conserver. On n'a pas de plan précis à savoir quelle activité on va faire dedans au stade où on se parle, mais on n'a pas prévu de le mettre sur le marché à court terme. Bien que l'annonce de cette nouvelle usine ne se traduise pas immédiatement par de nouvelles embauches, le président David Tremblay précise que l'entreprise demeure en recrutement constant afin de soutenir ses opérations. On peut s'attendre à des nouvelles embauches à tout moment avec Simard, mais encore faut-il qu'il y ait de la main-d'œuvre disponible sur le marché. Donc, on est constamment en recrutement. On a notre affichage autant sur les médias sociaux qu'à l'extérieur de la bâtisse. On a fait face depuis les dernières années à un achalandage soutenu et on aurait pris 20-30 nouveaux travailleurs n'importe quel temps. Les travaux de construction du nouveau bâtiment devraient débuter au courant des prochains mois pour une mise en opération prévue au courant du premier trimestre de 2026. La ville de Baie-Saint-Paul, en partenariat avec la Sûreté du Québec, a récemment mis en place une zone neutre sur son territoire. Ce nouvel espace vise à offrir aux citoyens un lieu sécuritaire pour effectuer différents types d'échanges. En fait, on a inauguré, il n'y a pas tellement longtemps, à Baie-Saint-Paul, la première zone neutre, zone d'échange neutre, du centre de services de la Côte-de-Beaupré, qui se trouve ici à l'Aréna dans le stationnement de Baie-Saint-Paul. Donc, la zone d'échange neutre, c'est une zone qui est filmée 24 heures sur 24 et qui permet aux gens de venir faire leurs échanges, entre autres de marketplace, pour ne pas le nommer. Donc, si vous faites un achat sur ce type de plateforme-là avec quelqu'un d'autre, puis vous n'êtes pas certain, vous ne voulez pas que la personne se présente à votre résidence pour venir chercher le bien, bien, vous pouvez vous présenter ici à cette zone-là, puis vous stationnez votre véhicule aux endroits indiqués s'ils sont libres, sinon toute la zone est filmée, et puis vous pouvez procéder à l'échange. La zone neutre est sous surveillance vidéo en continu, ce qui renforce la sécurité de l'endroit. S'il y a la moindre pépin pendant votre échange ou que finalement vous vous rendez compte, après un certain moment, que votre échange était peut-être pas, vous avez payé un montant, mais finalement le produit que vous avez acheté n'était pas celui que vous pensiez ou tout ça, bien c'était filmé. Donc, on est capable de retourner en arrière et d'aller chercher les images de votre échange et de pouvoir agir en conséquence, tout dépendant de s'il y a eu une infraction criminelle qui a été commise. Puis souvent aussi, quand vous allez faire un échange sur Marketplace, par exemple, si vous proposez à la personne de vous rencontrer à la zone neutre, puis si la personne ne veut pas, bien, ça peut vous mettre la puce à l'oreille que c'est peut-être pas nécessairement un achat judicieux ou vous auriez peut-être pu vous faire avoir. Donc, c'est important là, de savoir que ça existe puis de proposer au vendeur ou à l'acheteur de vous rencontrer ici. Vous allez voir par sa réaction si c'est quelqu'un qui est honnête ou si c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Le lieu désigné dans le stationnement de l'aréna municipale peut également avoir une autre vocation pour les familles de la région. Ce qui est intéressant aussi avec cette zone-là, c'est que ça peut servir pour les échanges, dans le fond, dans les parents et les enfants là, qui se séparent. En garde partagée. Garde partagée, effectivement, qui voudraient venir ici échanger les enfants d'un parent à l'autre en sachant que c'est sécurisé, c'est filmé. Donc, si des fois ça se passe moins bien, on s'entend moins bien, bien, on n'a pas besoin de se parler, mais on peut faire l'échange ici, c'est filmé. Donc, s'il arrive un événement, bien, on est en mesure de retourner encore là, voir les images puis voir ce qui s'est passé exactement. Les enregistrements vidéo sont conservés pendant une durée d'1 mois. C'est conservé par la municipalité pendant une période de 30 jours. C'est le minimum qu'on demande. Là. Donc, c'est eux, à leur niveau, qui conservent les images. Puis nous, dans le fond, s'il y a une problématique, bien, on demande d'avoir accès à ces images-là. Puis on est capable là, de voir l'événement si c'est produit là, dans cette zone-là. La mise sur pied de cet aménagement fait suite à un appel public lancé par le Centre de services de la Sûreté du Québec
qui est située à Sainte-Anne-de-Beaupré. En fait, non, ce n'était pas nécessairement une demande du milieu parce que peu de gens connaissent cette zone d'échange neutre-là. Par contre, ça existe dans beaucoup d'endroits de la province. Et nous, bien, à la Sûreté, on était vraiment contents de pouvoir faire participer notre centre de services et les municipalités qu'on dessert avec ce genre de projet-là qui était peut-être moins connu dans la région. Donc maintenant, on a inauguré notre première, puis c'est certain qu'on veut en avoir là, le plus possible dans le plus de municipalités possible de notre territoire, de nos secteurs, parce qu'on trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, c'est sécuritaire, puis on encourage les gens à l'utiliser, cette zone-là. Le logo qui est marqué au sol, c'est le logo de la zone d'échange neutre, qui est pan-provincial, donc c'est partout en province. Vous pouvez, sur le site Internet de la Sûreté, consulter les endroits où il y a des zones d'échange neutre. Il y en a un peu partout. Puis, dans le fond, ça vous donne une idée, c'est que si vous achetez un bien ailleurs que dans votre région, bien, vous pouvez aussi donner rendez-vous à cette personne-là dans la zone d'échange neutre qui existe dans la municipalité où vous allez vous rendre. La sergente Pouliot invite l'ensemble des municipalités régionales à réfléchir à la possibilité d'aménager une zone neutre sur leur territoire. Une importante démarche collective pour l'inclusion sociale des personnes aînées voit le jour dans Charlevoix grâce au soutien financier du gouvernement fédéral qui a octroyé la somme de 4 290 000 $ sur 5 ans dans le cadre du programme pan-canadien Nouveaux Horizons pour soutenir cette initiative. Des représentants de toutes les communautés de la région et plus d'une quinzaine d'organismes communautaires assistaient au lancement de cette initiative qui sera coordonnée par l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval. Sa coordonnatrice, Mireille Fortin, nous donne la définition de ce qu'est l'inclusion sociale des aînés. Nous, on utilise vraiment une définition là, qui nous provient du gouvernement fédéral, qui est assez simple, qui est la capacité de participer pleinement à tous les aspects de la société, d'y contribuer et d'en tirer parti. Alors, c'est assez simple, hein? Mais c'est quand même un processus complexe où il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a des facteurs plus liés aux individus, plus aux structures, à la société. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise plusieurs acteurs intersectoriels pour favoriser l'inclusion sociale. Le coordonnateur, Frédéric Desjardins, nous explique l'objectif de cette démarche collective. En action commune, c'est de se donner une compréhension commune des problématiques, des besoins vécus par les personnes aînées, mais aussi des solutions à mettre de l'avant pour y répondre. Et puis, aussi, de quelle façon on va mesurer le progrès vers l'atteinte de nos résultats? On va se doter d'un système d'apprentissage. Et tout ça se fait en co-construction. Donc, autour de la table, les acteurs sont réunis à travailler à l'identification de ces objectifs-là. Donc, un travail de collaboration. Les collaborations existent déjà dans Charlevoix. C'est vraiment un territoire qui est très dynamique. Nous, on veut simplement, nous, le collectif, renforcer ces collaborations-là, puis, si c'est possible, en créer une nouvelle. De nombreux participants, du monde municipal, des organismes communautaires ou encore de simples citoyens, ont pris la parole lors de la présentation de cette démarche. Alors, moi, je m'appelle Nicole, je fais partie du collectif. Moi, j'ai découvert un monde d'écoute et de bienveillance. J'ai découvert des services que j'ignorais. Alors, les gens qui sont assis dans le collectif, sont avec moi dans le collectif ou je suis avec eux. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens de cœur. Alors, moi, je tiens à vous partager. C'est des gens qui sont vraiment impliqués. D'autres intervenants ont souligné l'importance des impacts à long terme de ce projet. Ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est que je vis actuellement le vieillissement de ma propre mère. Et ça me mène face à mon propre vieillissement à moi. Et je travaille actuellement à assurer non seulement un bien-être pour les personnes aînées vulnérables actuelles, mais aussi pour nous plus tard. Toi n'es pas encore une personne âgée, et toi qui n'es pas encore une personne âgée,
mais qu'un jour, on va l'être. Ça va ressembler à quoi? Frédéric Desjardins, le coordonnateur du projet, insiste pour souligner que le travail ne fait que commencer. Oui, bien c'est vrai, on n'arrive pas avec des solutions toutes faites. Les solutions seront déterminées par le collectif naissant, qui est la démarche collective. Donc, ensemble, on est dans une démarche de co-construction. Donc, on n'arrive pas avec des solutions. La seule chose qu'on se donne, c'est que l'action qui va découler pour répondre aux problématiques et solutions devront être collectives. Donc, une plus grande collaboration, le renforcement des collaborations en fonction des différentes dimensions de l'inclusion sociale. Donc, il y aura une priorisation qui sera faite. Donc, ce qu'on a fait depuis mars, depuis l'obtention, la confirmation de l'octroi, c'est qu'on a travaillé à développer notre vision, une vision commune des problématiques, des besoins. Ensuite, des solutions à mettre en place, à mettre en œuvre pour répondre à ces problématiques-là. Le mot de la fin appartient à Claudette Simard, la mairesse de Saint-Urbain, qui connaît bien la dynamique régionale et qui a tenu à faire un souhait. J'aimerais aussi formuler un souhait. Est-ce qu'on peut éviter le dédoublement? Les fameux doublons. MRC de l'Est. On a besoin des mêmes choses. On demande les mêmes services. Alors, je pense que si on veut sauver de l'argent pour avoir plus d'activités, plus de fonds qui peuvent nous aider, cessons les doublons. Travaillons en collaboration, en écoute, en bienveillance pour le meilleur de nos citoyens et de nos aînés. Voilà.